Deuxième intervenant, mesdames et messieurs, deuxième intervenant, vous allez pouvoir vérifier la couleur de sa peau, Pierre Péan. Alors, je dirais que comme journaliste, c'est un véritable plaisir, mais c'est un plaisir et un honneur supplémentaire de l'accueillir. Il dit lui-même qu'il est journaliste d'enquête. Hein, c'est ce que vous dites, en fait, Pierre Péan. Il a collaboré avec les plus grands titres de la presse française et depuis 1975, la plupart des ouvrages qu'il a publiés, mais plus d'une vingtaine en tout cas, hein, on peut dire. Combien? 30 maintenant? 33. Dites-le, je le dis, d'accord. La plupart des ouvrages qu'il a publiés ont fait mais exploser les idées toutes faites sur les sujets qu'il avait décidé de traiter. Quel délice, par exemple, mais quel délice de lire au début des années 80 Affaires africaines. Affaires africaines, c'était un livre qui a été consacré aux réseaux gouvernementaux français en Afrique, c'était les réseaux focaux. Pour ce qui nous concerne ce soir, parce que sinon j'en finirai pas d'énumérer les titres, évidemment, qui m'ont marqué, mais pour ce qui nous concerne ce soir, je vais quand même mentionner en 2010, Carnage, les guerres secrètes des grandes puissances en Afrique, avec principalement, vous allez retrouver une partie de ce que vient de dire Charles Nana, principalement le rôle des États-Unis, le rôle de la Grande-Bretagne et d'Israël. Et puis, mais c'était avant, me semble-t-il, c'était en 2005, Noir Fureur, Blanc Menteur, Rwanda 1990-1994, prononcé à la Suisse, voilà. Qui a aussi, dès sa sortie, suscité son lot de polémiques. Bien, bref, c'est Pierre Péan, maintenant, qui se charge de nous donner les points de repère géostratégiques qui nous sont absolument nécessaires. Merci d'avance. Bon, je suis heureux d'être ici, mais je suis moins heureux de parler après Charles Nana, parce que c'est un grand orateur, et qui a dit beaucoup de choses que je devais dire, et donc je suis obligé de recomposer un petit peu. Permettez-moi aussi de dire que Charles est un de mes amis, et notre amitié s'est renforcée beaucoup, justement, sur la question rwandaise. Il a commencé avant moi, donc c'est 2002, et moi j'ai suivi donc en 2005, et sur le livre Noir Fureur, Blanc Menteur. Et déjà, ce qui m'a... je bourlingue, je navigue, j'ai écrit depuis 1969, ça fait déjà donc un certain temps. J'ai travaillé sur le KGB, j'ai travaillé sur les services secrets, j'ai travaillé sur des choses très très délicates. Mais ce que j'ai vu en enquêtant sur le Rwanda dépasse tout ce que j'avais pu voir avant. Et le titre, blanc, la partie peut-être la plus importante dans mon livre, c'est Blanc Menteur. Parce que toute cette histoire, et Charles en a déjà parlé pas mal, c'est que je pense que la tragédie rwandaise est peut-être déjà enseignée dans les écoles de guerre, mais comment elle a été menée, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Alors je vais aller très très vite, mais je suis obligé d'en parler, parce qu'aujourd'hui, la vérité, que ce soit au Rwanda ou dans les Grands Lacs, et donc surtout au Congo, ne peut pas arriver, ne peut pas émerger si avec tout le système de propagande qui a été imposé. Pour aller très vite, avant même le premier coup de feu de la rébellion Tutsi, ils avaient compris qu'on était en train de changer d'air, et que la propagande était essentielle, mais pas la propagande classique, la propagande faite auprès des ONG qui devenaient des acteurs importants à un moment où la puissance des États diminuait. Et donc ceux qui ont lancé la rébellion, avant même de donner le premier coup de feu, ont fait une opération que je trouve géniale. Elle est diabolique, mais elle est géniale en même temps. C'est que arriver à se faire passer, donc avant le premier coup de feu, comme des victimes, et d'imposer jusqu'à maintenant le fait que c'est eux qui ont agressé et c'est eux qui sont victimes. Et le mot génocide a été prononcé
par ceux qui faisaient la propagande avant même le premier coup de feu. Si bien que quand la guerre a été enclenchée, donc grâce au soutien de l'Ouganda, eh bien, il y a eu pourtant des massacres énormes dans le nord du Rwanda, mais de façon aussi très habile, jamais un journaliste n'a pu y aller. Les journalistes n'avaient le droit que d'aller dans le secteur Habyarimana, si bien qu'au fil du déroulement de la guerre, le déroulement de cette tragédie, les médias, les ONG, toutes les associations ont développé une histoire qui n'a strictement rien à voir avec la vérité. Mais grâce à l'imposition du mot génocide et du génocide donc d'un côté, le génocide des Tutsis, eh bien, ce mot-là empêche toute possibilité d'accéder à la vérité, parce que c'est toute l'armature sémantique autour de la Shoah qui est utilisée. C'est-à-dire, si vous voulez essayer ce que j'ai fait, ce que Charles a fait, c'est que obligatoirement, immédiatement, vous êtes attaqué avec des mots d'une violence absolue, c'est-à-dire c'est vraiment des armes de destruction massive. Ce sont négationnistes, révisionnistes, voire antisémites. C'est bien quand vous vous retrouvez avec ça. Moi, je sais bien que si j'avais eu 30 ou 40 ans, eh bien, j'aurais été obligé d'abandonner le journalisme. J'étais déjà un vieux briscard et ils n'ont pas eu encore complètement ma peau. Ce qui s'est passé essentiellement en 96-97 dans l'est du Congo, où les Rwandais et les Ougandais ont massacré par centaines de milliers de gens, eh bien, la communauté internationale totalement bloquée par cette histoire de génocide a absolument cru toute la propagande soutenue par les Américains, si bien que, à part Emma Bonino et quelques personnes très très rares qui ont employé le mot de boucherie, mais strictement c'était impossible. Et c'était tellement, cette force de la propagande était telle qu'il y a une histoire que je raconte dans Carnage qui est quand même intéressante, c'est-à-dire que la propagande avait été tellement faite à la fois sur le rôle de la France complice de génocide, et le fait que ceux qui avaient raison, c'était évidemment Kagame, puisque toute la propagande était de dire aussi que c'était lui qui avait arrêté le génocide. Alors comme Charles l'a dit, c'est pas vrai, c'est-à-dire qu'il a tout fait pour que les forces de l'ONU partent, pour qu'il ait la liberté absolue de prendre le pouvoir, et il a tout fait pour empêcher la communauté internationale d'arrêter le génocide, et lui-même n'a rien fait pour arrêter les massacres de Tutsis de l'intérieur qu'il considérait comme des traîtres. Je reviens donc en 96. Les services secrets français savent parfaitement ce qui passe, à la fois par satellite, à la fois par les enquêtes humaines, à la fois par exemple, et donc Jacques Chirac veut intervenir pour arrêter le massacre des Hutus. Mais il sait bien le rapport des forces qui s'est installé depuis 1994. Il sait donc que la France ne peut pas prendre la tête d'une campagne militaire. Et donc il essaie de se débrouiller en faisant nommer un Canadien soutenu par les Américains, d'essayer, et la France est derrière, mais ayant concocté tout le plan. Eh bien, le Canadien et les Américains ont réussi à casser la mécanique et les massacres ont continué. Ayant tous les rapports, y compris de savoir que les GI aidaient les gens de Kagame et l'Ouganda à faire ces massacres, enfin ne les empêchait pas au minimum, il a essayé, donc Jacques Chirac, début 87, de monter une opération, là cette fois-ci, que de la France. Et donc déjà les commandos de la DGSE, les commandos du service action, étaient du côté de Kisangani. Eh bien, c'est Clinton qui a pris son téléphone, je ne sais pas ce qu'il a pu dire à Chirac, mais moi le ministre qui était le ministre de la Défense, qui était Charles Millon, et qui à cette époque-là, a été convoqué par Chirac, il lui a dit « tu démontes tout ». Mais
il lui dit, mais il y a plein de gens sur le terrain, tu démontes tout. Et l'idée de Charles Millon, c'est que Clinton a menacé directement. Donc, et donc, à cette époque-là, personne ne soutenait, ne pouvait soutenir une action de la communauté internationale alors qu'il y avait des centaines de milliers de morts à cause de cette propagande. Donc je reviens un tout petit peu, même si Charles a défloré le sujet. Après, parce que pour moi ça a été quelque chose d'important dans ma vie, après Noir Fureur, Blanc Menteur, comme il l'a dit, j'ai été l'objet d'attaques d'une extraordinaire violence et l'objet d'un procès, et Dieu sait, je suis actuellement à une 50aine de procès dans ma vie, donc ce n'est pas les procès qui me font peur en eux-mêmes, mais là c'était très fort puisque ça tournait autour de négationnistes, révisionnistes, etc. Et donc cette chose a été très violente, c'est pour ça que je suis obligé d'expliquer ça, parce que c'est pour ça que je me dis que j'avais pas compris pas mal de choses. Et donc, comme de toute façon, ça a duré 5 ans, hein, ces procès, puisque c'est monté jusqu'à la Cour de cassation, et que j'ai gagné en première instance, en appel et en Cour de casse. Derrière ceux qui m'attaquaient, il y avait le gouvernement, évidemment, le gouvernement du Rwanda. Et je me suis dit, comme de toute façon, j'étais obligé de travailler sur le sujet encore du Rwanda. D'habitude, quand je mène une enquête, une fois qu'il y a le mot fin, je fais ma promotion, je referme tout et je passe à un autre sujet. Mais là, j'étais incapable de passer à un autre sujet parce que, comme vous le savez probablement, c'est les avocats, ils ne font pas grand-chose, ils relaient ce que vous dites. Et donc, il fallait que je travaille beaucoup pour lui donner ou leur donner des billes. Et en travaillant, petit à petit, je me suis dit, mais j'ai rien compris finalement, il faut que je replace ça, il y a des choses qui ne collent pas. Donc dans mon premier livre, je m'étais concentré essentiellement sur le côté uniquement Rwanda, un petit peu avant, pour le début de l'agression, et un peu les Américains. Je m'étais dit, ça ne colle pas, il y a quelque chose qui ne colle pas dans tout ça. Et donc je me suis remis à travailler sur le sujet en essayant d'élargir. Et donc ça c'est un peu c'est le livre Carnage que j'ai fait sur les guerres secrètes en Afrique. Et au fond, la seule chose, il doit faire 550 ou 600 pages, donc je ne vais pas vous assommer avec ce que j'ai fait, mais je voudrais juste ajouter à ce qu'ont dit les deux orateurs auparavant, pour donner quelques clés de compréhension peut-être supplémentaires et resituer à la fois la tragédie rwandaise et la tragédie congolaise qui existe toujours, le situer dans un contexte plus large. Et donc, je précise aussi que je n'avais pas compris pourquoi j'étais attaqué par une partie de la communauté juive, notamment par l'Union des étudiants juifs de France, par beaucoup de gens qui tournaient autour du CRIF, etc. Je me disais, mais j'ai pourtant rien écrit sur Israël, rien écrit dans cette histoire, et elle était strictement rwandaise. Et donc ça a été un peu le démarrage de ma compréhension. Et donc, je vais vous résumer un petit peu, les clés supplémentaires. Elles ne sont pas toutes d'ailleurs supplémentaires, Charles en a déjà évoqué quelques-unes, mais je crois que pour comprendre ce qui s'est passé, il y a plusieurs choses qu'il faut avoir en tête. La première, c'est que ça s'est situé, d'ailleurs le démarrage de l'agression des rebelles Tutsis contre le Rwanda se situe en 90. 90, c'est une période charnière pour comprendre ce qui s'est passé dans le monde. C'est la fin c'est la chute du mur de Berlin, et c'est un changement radical de toutes les relations. C'est la fin de Yalta, et donc les rapports de force entre les États changent. Et donc un des points sur lesquels je vais juste vous le dire en quelques mots, dès 1944, Roosevelt avait
avait décidé de mettre fin aux deux empires, au poids des deux empires, britanniques et français, sur l'Afrique. Et donc avait décidé de casser largement, donc là pour la France le précaré et pour les États-Unis l'Empire. Mais tout s'est arrêté parce que il y a eu le bloc de l'Ouest. Il ne fallait pas donc qu'il y ait des attaques entre les pays de l'Ouest, et donc la situation en Afrique a été gelée grosso modo jusqu'en 90. Alors la situation permettait des mini-conflits ou des conflits par marionnettes interposées, des petites choses, mais jamais pour que ça puisse dégénérer. Et donc l'arrivée, la chute du mur de Berlin libère complètement les États-Unis, et derrière les États-Unis, la Grande-Bretagne aussi, libère pour redessiner complètement la carte de l'Afrique. C'est-à-dire la carte traditionnelle est changée. Ça, c'est un des éléments. Et donc, dans ce cadre-là, on a le gendarme, celui qui a été considéré par les États-Unis comme le gendarme autour du coffre-fort du centre de l'Afrique. On vous l'a expliqué, l'histoire du coffre-fort, c'est-à-dire le scandale géologique. Et donc, je ne vais pas vous apprendre que les États-Unis ont parié complètement sur Mobutu pendant de très nombreuses années. Mais Mobutu, pour les Américains, vieillissait et ne faisait plus la fonction qu'il lui avait attribuée, donc à partir du milieu des années 60. Donc ça, c'est un autre élément, donc le renouvellement des personnages clés qui peuvent travailler ou qui peuvent aider ou qui peuvent accompagner donc la puissance américaine. Ça, c'est un deuxième élément. Mais ce que j'ai découvert petit à petit, et ça, au départ, je n'avais pas du tout confiance, il faut donc... On a déjà introduit les États-Unis, on a introduit la Grande-Bretagne, on a le mur de Berlin, la chute du mur de Berlin, donc le rapport complètement changé. Mais il y a une puissance dont on ne parle pas en général, c'est Israël. Et pourtant, c'est sans doute l'acteur en Afrique qui est le plus cohérent depuis sa création. Pour les créateurs d'Israël, la profondeur stratégique de l'État hébreu se situe en Afrique. Et il y avait des raisons en plus complémentaires au moment de la création, c'est que le principal adversaire, le principal ennemi d'Israël à sa création, c'est une puissance africaine, c'était l'Égypte. Et je vais passer donc assez vite, mais le pays qui va poser rapidement le plus de problèmes à Israël, c'est le Soudan. Parce que le Soudan est donc très très grand pays qui est au fond considéré par Israël comme une puissance moyen-orientale, et donc jouant complètement dans le conflit israélo-arabe. Et donc, dès la création du Soudan, Israël a voulu affaiblir Khartoum, a voulu encourager dès 1956 les mouvements sécessionnistes, et donc ça, cette histoire-là n'a jamais cessé. Et donc, Israël s'est servi de tous les pays qui entouraient le Soudan, et Éthiopie notamment, c'est donc les rapports d'Israël avec Haïli Sélassié, mais le pays qui était le plus intéressant pour Israël, ça a été l'Ouganda. Parce que d'Ouganda, on pouvait facilement, et c'est ce qui s'est passé, attaquer, faire des opérations, encourager tous les mouvements sécessionnistes du Sud. Et donc la diminution de la puissance de Khartoum, les poussées pour la scission du Soudan en deux, est une très vieille histoire d'Israël. Et dans ce cadre-là,
Israël a encouragé, quand l'Israël, qui a toujours soutenu les pays, les dirigeants ougandais, et ils ont compris vite que Museveni était un personnage qui pouvait être important dans leur stratégie, et donc ils ont encouragé, et c'est là qu'on voit arriver les Tutsis. C'est-à-dire que si Museveni réussit à prendre le pouvoir en Ouganda, il a certes Israël, il a la bénédiction des Anglais, mais aussi il prend véritablement le pouvoir avec les réfugiés Tutsis. Et à partir de là, on rentre dans une autre logique. C'est-à-dire, je crois que pour comprendre toute la mécanique, il faut donc bien avoir en tête que les rebelles Tutsis aux côtés de Museveni ont joué un rôle essentiel notamment pour le compte d'Israël et pour le compte des Américains. Et donc, ils réussissent à ce que Museveni prenne le pouvoir. Immédiatement après, les soldats qui en fait avaient l'uniforme ougandais, ils étaient d'origine rwandaise, mais ils étaient tous l'uniforme ougandais, étaient devenus ougandais. Et donc, ils vont s'engager aux côtés de Museveni, donc de façon très très forte, pour prendre le Sud-Soudan. Et donc toute cette affaire-là, il faut donc avoir toujours, pour comprendre ce qui se passe dans les Grands Lacs, avoir un œil sur Jérusalem, un œil sur Khartoum, et voir que petit à petit, Museveni certes, mais Paul Kagame est devenu un personnage essentiel pour les questions sécuritaires d'Israël et sécuritaires des États-Unis. Et donc il va se constituer à partir des années 90, 94, quand Kagame prend le pouvoir, une alliance anti-Khartoum. Alors je vais donc aller vite sur cette affaire parce que l'alliance, elle a posé des problèmes. Il y avait au départ Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila, ça n'a pas duré longtemps. Avec l'Éthiopie, pareil, avec tout ça. Mais l'idée était là. Et donc, il faut revoir, donc, il faut avoir donc en tête la lecture de fait que Kagame, en fait, est devenu le gendarme de toute la région, le gendarme à la fois pour le compte d'Israël et évidemment pour le compte des États-Unis. Et donc, ce qui explique évidemment largement que, outre les problèmes de propagande que j'ai voulu expliquer tout à l'heure, il y a le fait aussi que, comme ça rentre dans la stratégie américaine, eh bien, on est ce qu'on appelle la communauté internationale est complètement aveugle, enfin veut être aveugle pour ce qui se passe donc depuis 1996 au Congo, c'est quand même hallucinant ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu Charles parlait, je ne sais plus si c'est Charles ou prédécesseur, donc on est en millions de morts. C'est le conflit qui est censé ne pas exister, qui a fait le plus de morts depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et vous pouvez chercher dans les journaux, il n'y a strictement rien. Et pourtant, depuis 1996, c'est facile de s'informer, mais ça n'arrive jamais sur les unes des journaux, ça n'arrive jamais aux 20h des télévisions. Donc, et pourtant, les rapports de l'ONU, le premier rapport de l'ONU qui a enquêté sur ce qui s'était passé dans Kivu, qui date, rapport de l'ONU, donc CICR pour le compte de l'ONU, 98, dans ce rapport de 98, le mot génocide est marqué. Et la génocide, c'est pas le génocide des Tutsis, c'est le génocide possible des Congolais. Et donc, comment ça s'appelle ? Les rapports vont s'enchaîner les uns après les autres, à la fois sur les violations des droits de l'homme, sur les massacres, sur les viols, et chose essentielle aussi, c'est-à-dire sur les richesses. C'est-à-dire que depuis 95-96, eh bien, le Rwanda, dont tout le monde vante
les richesses formidables dont tout le monde vante, le développement économique merveilleux, que les routes qui sont formidables et tout. En réalité, ils utilisent le scandale géologique, ils piquent complètement, et il y a des bourses sur des matériaux qui n'existent au port vendais, pourtant il y a des bourses sur ces matériaux. Donc, voilà, je voulais juste, je pense que j'ai oublié pas mal de choses, mais enfin, je voulais juste apporter quelques clés supplémentaires et je répondrai ensuite aux questions si vous en avez. Merci. Une question dans le fond qui est mon intérêt personnel, comme journaliste. Mais comment est-ce qu'on peut imaginer, ce silence en fait de la corporation d'une certaine manière? J'aurais tendance à vous répondre, si on était entre nous, que j'ai honte d'être journaliste là quand je vois ça. Je veux dire que on voit là, mais ça pose des questions qui vont bien au-delà du drame rwandais, congolais, ça va bien au-delà. Ça veut dire que les médias, les politiques, enfin ceux qui sont en position de diriger, ceux qui sont la voix, eh bien, acceptent en fait la doxa. La doxa, c'est ce qu'expliquait tout à l'heure Charles, c'est que c'est ultra simple. Hein. Il y a eu un génocide des Tutsis et tout le reste, on ne s'en occupe pas. Donc, alors déjà, si on commence par le Rwanda, c'est quand même une situation hallucinante. C'est-à-dire que seuls les Tutsis ont le droit de pleurer leur mort. Alors que les Hutus, probablement qu'il y a eu un peu plus de Hutus qui ont été massacrés que de Tutsis. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de Tutsis, mais les Tutsis formaient 15% grosso modo de la population, et donc si tous les... Or, après la guerre, il y avait encore pas mal de Tutsis, donc la communauté Tutsi n'a pas été donc exterminée, donc pour arriver au chiffre de 800 000, on est bien obligé de mettre des Hutus. Mais, et donc, moi, quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet-là en 97. Et à l'époque, et jusqu'au début des années 2000, 2002, 2003, on ne disait pas génocide des Tutsis. On disait génocide des Tutsis et des Hutus modérés. Aujourd'hui, si vous prononcez cette phrase à Kigali, vous risquez entre 8 et 12 ans de prison. Seul le génocide des Tutsis est accepté, et dire Hutu modéré, c'est être négationniste, divisionniste ou révisionniste. Et donc j'ai perdu le fil de mon raisonnement. La question, c'était la honte des journalistes face à ce C'est peut-être pas ça ici, j'espère que vous n'en avez pas ici, c'est les nouveaux philosophes. Disent des choses, personne, tout ça au nom des droits de l'homme, et donc il y a comme ça des vérités qui sont imposées, et les journalistes ne font pas leur boulot, c'est tout. Parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont dans leur cerveau, et ils veulent être dans le bon côté, je crois que ça leur échappe eux-mêmes. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les journalistes ne font pas leur boulot sur la tragédie rwandaise.